Alors, un petit mot sur Simco Consulting, puisque nous avons des petits nouveaux parmi les participants de ce webinaire aujourd'hui. Simco Consulting donc, est une des principales entreprises et sociétés de cabinet conseil donc, en logistique et en formation donc, en Italie, avec un chiffre d'affaires de 2 400 000 euros l'année dernière. 15% de ce chiffre d'affaires donc, est issu de projets français. Simco, c'est un cabinet qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine, qui a traité d'ores et déjà plus de 2000 projets pour plus de 500 clients dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines d'activité, avec un chiffre d'affaires très ciblé à 70% quasiment sur des notions de projets d'entrepôt, 10% sur la formation et 22% sur des autres projets qui a trait à la supply chain. Quelques petites images de clients qui ont fait confiance et qui font encore confiance évidemment à notre société. Vous avez ensuite la liste des clients avec une répartition géographique un petit peu donc des différents projets qui ont été menés. Alors, les slides sont assez denses hein, qu'on va vous présenter. Vous aurez la possibilité de charger la présentation à l'issue de ce webinaire. Vous aurez la possibilité de regarder également en replay donc, ce webinaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout lire ce qui apparaît à l'écran. Vous aurez la possibilité de les consulter donc à tête reposée à l'issue de la session, encore une fois. Alors, Simco Consulting, c'est de l'organisation de réseau de distribution, hein, des schémas directeurs logistiques, c'est du master plan, l'aménagement, du réaménagement d'usines, donc toujours concentré sur la partie flux physique, flux d'informations. Une partie logistique d'entrepôt dont on va dévoiler pas mal de choses aujourd'hui sur notre méthodologie, sur l'approche que l'on peut avoir avec les clients. C'est l'externalisation donc de transport et des entrepôts, la logistique, hein, des activités donc 3PL, 4PL, 5PL. C'est de la prévision donc de la demande, de la gestion de stock, qui sont des outils impondérables aujourd'hui dans nos activités quotidiennes liées à la supply chain. C'est du lean également, puisque nous avons parmi nos consultants des green belt et des black belt qui peuvent vous accompagner sur différentes missions. Et puis donc c'est, je le disais, un portefeuille assez complet de formations liées à la supply chain. Une quarantaine de thèmes qu'on peut développer en intra, en extra-entreprise. N'hésitez pas à nous consulter, vous aurez tous nos coordonnées si vous souhaitez lancer une démarche de formation ou d'accompagnement. Je parlais de logistique d'entrepôt, donc les différentes activités, ce sont des items, hein, ce sont des titres évidemment. La conception donc, de systèmes de manutention interne, la conception, le reengineering, la réorganisation d'entrepôts traditionnels ou ayant donc un contenu d'automatisation élevé. Hein, je veux dire, on passe du très très manuel jusqu'au très automatisé. Une partie donc de simulation dynamique du système de manutention, simulation de flux qui permet de digitaliser et d'avoir une vision et des simulations donc en 3D sur des évolutions possibles d'entrepôt pour aller chercher la meilleure méthodologie. On va en parler un petit peu aujourd'hui également. Ce sont des actions d'amélioration continue. Et puis donc c'est l'identification de tout ce qui est système d'information qui vont nous aider au quotidien et qui deviennent indispensables dans la gestion de nos entrepôts à travers la gestion d'information, notamment les WMS, mais c'est également la partie TMS et d'autres systèmes d'information. Le programme, je vous disais, est assez chargé aujourd'hui. On parle d'études de faisabilité. On va aller jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la mise en œuvre donc, des préconisations. Donc, un petit mot, est-il besoin sur le contexte, le rôle de nos entrepôts, un mot sur le mode projet, qui est un mode important sur lequel on s'attache beaucoup, l'étude de faisabilité, qui est la clé de voûte, j'allais dire, d'un projet d'entrepôt avec des phases indispensables, ces phases que l'on va décrire aujourd'hui et sur lesquelles on va beaucoup insister, la manière dont on vous accompagne pour choisir et valider votre solution, parce qu'in fine, on va vous faire des propositions de scénarios et c'est vous qui allez choisir la solution qui va le mieux convenir à votre activité et à votre futur. Et puis, une partie donc d'accomplissement de mise en œuvre avec évidemment ces témoignages très attendus de la part du groupe Sébain et de la part de L'Oréal. Alors, un petit mot sur le contexte.
on va avoir une approche d'explication d'entrepôt et j'aime bien prendre l'entrepôt avec deux visions, une vision que j'appelle la photo, une vision que j'appelle le film. La photo, c'est le stock, c'est une photo à l'instant T, c'est des exigences de gestion de température, des exigences sécurité, des notions donc de capacité d'entrepôt, d'optimisation de stockage, de surface. Et puis il y a le film et ce sont les flux, ce qui rentre, ce qui est transformé en intérieur et puis ce qui va sortir. Et ces deux approches sont combinées évidemment dans la conception de l'entrepôt. L'un ne peut pas aller sans l'autre, l'autre ne peut pas aller sans l'un. Et c'est ces deux flux sur lesquels nous allons nous atteler, ces deux items, la photo et le film, sur lesquels nous allons nous atteler pour parler soit d'optimisation de stockage, soit d'optimisation donc de manutention, mais à chaque fois en liant les deux, puisque un entrepôt sur lequel on va stocker 10 000 palettes va pas être configuré de la même manière si on entre et on sort tous les jours 2000 palettes ou si on entre et si on sort tous les jours 50 palettes, évidemment. Euh, on va avoir cet entrepôt, son rôle qui va avoir donc un rôle précis dans la chaîne de distribution et de transformation de vos produits. Il va être défini avec le schéma directeur logistique. C'est finalement qu'est-ce qu'on veut faire avec cet entrepôt. Est-ce qu'il est plutôt orienté B2B? Est-ce qu'il est orienté B2C? Est-ce qu'il est en début de ligne, en fin de ligne, plutôt sur les produits finis, sur des composants, sur l'emballage, sur des produits semi-finis également? Et donc tous ces points vont être appréhendés et on va apporter des solutions peut-être ou des alternatives différentes selon le positionnement donc, de cet entrepôt et de ce qu'on veut en faire. Alors aujourd'hui, on sait que ben, le besoin d'entrepôt évolue. Ça fait déjà quelques années hein, qu'il évolue. On augmente le nombre de références, on augmente la complexité finalement du besoin de nos entrepôts. On a besoin de traçabilité, de gestion de l'eau, de numéro de série. On a beaucoup plus de commandes aujourd'hui sur des plus petites quantités. On a donc une fragmentation des canaux de distribution. Enfin, tout un écosystème qui fait qu'on est obligé, on ne peut plus penser la logistique et la gestion d'entrepôt comme on l'a pensé il y a quelques années. On est obligé de la repenser. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, qui est continu. C'est une réflexion permanente. Difficile aussi de se projeter sur ben, qu'est-ce qu'on devient demain, après-demain, dans 3 ans, dans 5 ans. Et puis un invité surprise hein, qui fait que évidemment, eh ben, on fait un focus spécifique en ce moment sur la notion de e-commerce, sur le click and collect qui devient à la mode, tout le monde en parle, les médias en parlent, sur le drive, sur la notion de livraison, et même la FEVAD, hein, la Fédération donc, de vente à distance en France, incite ses adhérents et à la transition numérique de manière à pouvoir amener une plateforme et pouvoir continuer à servir une activité. Alors évidemment, l'exemple qu'on a ici, ce sont les 15 premiers commerçants les plus visités donc au deuxième trimestre de 2020. C'est un élément transmis par la FEVAD. Ce ne sont pas des PME, mais beaucoup de PME aimeraient bien aujourd'hui, c'est le grand sujet du jour, pouvoir poursuivre leur activité de vente malgré la fermeture donc, des lieux physiques. Et c'est dans ce contexte aujourd'hui qu'on vous propose donc d'analyser, d'entrer dans cette étude soit d'aménagement, soit de réaménagement d'entrepôt. Alors deux approches pour aménager, revoir, repenser un entrepôt. Une approche qui va plutôt être orientée sur de l'innovation, qui va nécessiter donc quelque part une enveloppe d'investissement plus conséquente, donc un capex fort, mais qui va permettre une évolution très rapide et d'amener donc une amélioration très très rapide, je le disais, donc sur cette activité d'entreposage et de préparation de commandes. À l'opposé, mais pas incompatible évidemment, nous avons plutôt une démarche d'amélioration continue où on va plutôt progresser pas à pas sur une progression
plus lente, mais plus certaine et sur, donc, sur des très bons résultats à court terme, qui va nous permettre donc d'améliorer donc petit à petit cette activité, nos activités d'entrepôt, d'aller chercher des meilleurs indicateurs. Les deux, encore une fois, sont pas incompatibles, mais on peut avoir deux approches et deux approches qui ne sont pas exclures. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des missions de conseil où on va nous demander de travailler sur la partie automatisation et où on va dire maintenant peut-être que la meilleure solution finalement c'est de rien faire ou tout au moins c'est d'améliorer déjà l'existant, d'aller jusqu'au bout des processus et d'exploiter les processus et les outils dont on dispose à l'instant T. Alors aujourd'hui, quand on confie un projet, évidemment, il faut se poser les questions, mais les questions dans le bon ordre et dans le bon sens. Il ne faut pas amener des solutions avant l'analyse. Il faut vraiment qu'on se pose des questions, qu'on les mette sur la table. On a des outils qui nous permettent d'avancer. On a les 5 pourquoi, on a pas mal d'éléments qui nous permettent d'aller plutôt analyser le problème tel qu'il est donné ou la situation telle qu'elle est donnée, mais ne pas mettre, comme on peut dire, la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on ne va pas aménager, réaménager un entrepôt avec l'objectif d'implémenter telle ou telle technologie. Non, on va plutôt partir de l'existant, analyser la donnée, et c'est cette analyse de données qui va découler sur des solutions un peu plus naturelles et d'aller vers tel ou tel type d'organisation. Il faut aussi que l'équipe projet soit complète. Aujourd'hui, une équipe projet incomplète ou des partenaires, des membres d'une équipe qui sont pas suffisamment mobilisés dans un projet peuvent faire capoter un projet parce que on n'aura pas tenu compte d'une conséquence directe ou indirecte d'une décision, parce que on n'aura pas pris en considération des évolutions futures, etc. Donc l'équipe doit être complète et on va aborder cette notion de gestion de projet et d'équipe de projet dans notre démarche. De même, les solutions, quand on n'a pas ou peu d'élaboration de solutions de rechange, en l'absence d'évaluation globaux, comme on peut dire, hein, les opinions l'emportent sur les données. Voilà, il faut vraiment qu'on aille, qu'on soit très réaliste dans ce qu'on veut faire et qu'on puisse avoir ces alternatives et des possibilités donc de marche arrière le cas échéant. Mener le projet sans le bon engagement, évidemment, c'est du temps perdu. Si on a un projet et qu'on sait qu'à la clé, de toute façon, on ne pourra rien faire, ben, c'est peut-être une mauvaise orientation. Et puis, donc, sa propre expérience comme référence unique, non, on s'ouvre, on va voir ce qui se passe, on ne se restreint pas à un secteur d'activité, la richesse vient bien sûr de l'extérieur, et un cabinet de conseil tel que Simco Consulting peut vous aider, vous accompagner justement à aller chercher des bonnes pratiques existantes et des références dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres entreprises, en préservant bien sûr la notion de secret, entre guillemets, secret de fabrication et de loyauté envers nos clients. Voilà, ici on a un exemple avec une donnée du Reverse Automation sur des études logistiques aux États-Unis ou sur des projets de réorganisation. Sensiblement 40% des entreprises font appel à un cabinet conseil. 37% des entreprises gèrent ce projet en interne et puis une quinzaine de pourcents confient leur projet à un fournisseur. Et puis, les autres projets sont gérés voilà, avec les moyens du bord, entre guillemets. Alors, un point aussi important, on travaille évidemment avec des fournisseurs. On va les faire travailler on va les sélectionner par processus d'appel d'offres pour les mettre sur certains dossiers. Nous avons en qualité de cabinet conseil d'abord une neutralité obligatoire vis-à-vis de l'intégralité des fournisseurs, que ce soit système d'information, système de manutention, système de stockage et tout autre fournisseur intralogistique. Et on a une approche, j'allais dire, peut-être plus riche que les fournisseurs en direct, puisque nous avons, encore une fois, nous allons partir des données pour en déduire une organisation et ensuite seulement
une technologie et ensuite seulement une notion de fournisseur. Un fournisseur qui va venir en direct vous voir va forcément avoir tendance à vous vendre les bienfaits de sa solution, à juste titre évidemment, mais nous avons la prétention d'avoir un peu plus de recul que ces fournisseurs. Encore une fois, et on arrêtera pour cette partie de contexte, d'introduction, les avantages de confier vos projets à un cabinet de conseil bien structuré, donc tel que Synchro Consulting, et bien évidemment, c'est d'inverser la tendance par rapport au risque, par rapport au coût et dans le temps, c'est-à-dire qu'on diminue les risques, évidemment, et alors à l'instant T, on va peut-être augmenter, j'allais dire le coût, mais au global, le coût va être forcément moindre puisque nous vous aurons emmené vers une solution mûrement réfléchie et avec des différents scénarios qu'on vous aura proposés et avec des phases de validation intermédiaires qui garantissent quelque part les solutions que nous allons vous proposer. Je vous disais tout à l'heure, il est important de travailler en mode projet. Alors, on a des étapes à suivre, évidemment. Hein. Faut identifier les problèmes, les opportunités, il faut identifier donc les solutions, il faut analyser ces solutions de manière encore une fois très objective, avec des critères, avec des indicateurs, avec un système de scorecard. Il faut sélectionner, valider, faire valider toute la partie documentation, la partie de données, la partie évaluation donc économique, financière, et puis derrière il y a la partie donc d'implémentation et de contrôle, puisqu'ici il ne suffit pas de mettre en œuvre, mais il faut évidemment vérifier que ce qui a été mis en œuvre correspond à la fois à ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait faire corresponde bien à l'objectif qu'on s'était fixé initialement. Alors, on va prendre en compte des éléments internes qui sont liés à l'évolution de la supply chain, à des politiques de production, à des taux de service, des niveaux de service, des notions de planification, des notions de réseau, le multicanal, la distribution, etc. La tendance e-commerce, forcément. On va également passer par des éléments externes qui sont liés là aux besoins de la supply chain sur des flux physiques, amont, des éléments physiques, des éléments logiques, les fournisseurs, les sous-traitants, la manière de stocker, de manipuler, de peser, d'emballer, l'évolution de la législation aussi qui est un point important. Donc tout ça va nous permettre après analyse, d'aller vers les études de faisabilité en passant par une notion très importante, et on insistera aussi dessus à l'occasion de ce webinaire, sur cette notion de données entrantes. On va vous aider, on va calibrer sur les projets, on va travailler beaucoup de temps sur les données entrantes, on va faire parler ces données et on va les projeter en fonction aussi de vos objectifs à court, moyen et long terme, de manière à ce que la solution qu'on va envisager dans un cadre d'étude de faisabilité puisse évidemment être en adéquation avec votre futur et le futur de l'entreprise, le futur envisagé en tout cas. Et donc, on va collecter ces bases de données. De ces bases de données, on va analyser et développer donc des solutions alternatives, différents scénarios de fonctionnement. Et puis, on va aller estimer une enveloppe d'investissement, une mise en place de la solution optimale, rédiger un document de synthèse qui va vous aider à prendre la meilleure décision. Et pour ça, donc, on utilise un outil qui s'appelle l'étude de faisabilité. Forcément, on est sur une équipe mixte. C'est pas un cabinet de conseil qui travaille tout seul. C'est pas les clients qui travaillent tout seuls. On a chacun, des devoirs entre guillemets à réaliser, de la collecte, de l'analyse, de la validation, de la confirmation. Je vous parlais de l'analyse des données. On n'ira pas commencer à analyser ou à mettre en place des scénarios si on n'est pas sûr, si on ne garantit pas que la donnée telle qu'on l'interprète et telle qu'on la projette va pas être modifiée 2 semaines, 3 semaines, un mois après. Il faut vraiment qu'on soit sûr qu'on partage cette notion de données. On a un effet miroir aussi, ce qui va vous permettre aussi vous d'avoir un regard différent sur ces données, ces chiffres, et bien souvent nos clients sont relativement surpris de ce qu'on leur amène et ce qu'on leur apprend à travers donc cette analyse et ce temps passé sur de la donnée. Donc on a une équipe projet qui va travailler sur ces projets.
On a des ressources ponctuelles de l'entreprise qui doivent intervenir, que ce soit donc sur la partie marketing, sur l'avenir des produits, que ce soit la partie qualité, la production, les achats, les ventes, une partie légale aussi, hein, à un moment donné, en fonction d'un volume, d'un seuil d'activité. On va peut-être passer donc des caps ICPE, etc. On peut travailler, on le verra, sur la partie mise en œuvre également avec des assureurs, avec des cabinets spécialisés sur la partie sécurité. Voilà, tous ces corps des architectes, tous ces corps de métiers qui font que on reste dans un cadre de référence qui est fixé. On va pas sortir de ce cadre, mais par contre, on va respecter euh, vraiment toutes les données entrantes et toutes les parties prenantes liées donc à ce projet. Alors, l'étude de faisabilité en elle-même, elle consiste en quoi? Elle va consister à prendre ou à sélectionner tout ou partie de l'intervention et de l'activité. Est-ce qu'on va plutôt se focaliser sur de la manutention interne, sur des chargements, déchargements de camions, sur la préparation de commandes, sur l'emballage, sur du tri, sur du stockage, etc. Donc, on va fixer le périmètre. Est-ce qu'on s'attelle à tout un ensemble, un seul entrepôt, une partie de l'entrepôt, une zone? Donc on va vraiment donc cibler cette partie et on va revenir donc sur cette analyse de données dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avec cette notion de récolte de données, c'est un travail que vous allez faire vous dans un premier temps. Vous allez nous transmettre des historiques, un an d'historique, 6 mois d'historique, 2 ans d'historique, avec une trame que l'on va vous confier et qui va nous permettre, nous, derrière, d'aller identifier des pics d'activité, des saisonnalités, des images de commandes, des images par type de clients, par type de famille, des classes de rotation, des classes ABC, des classes AAA, etc. Donc on va tout sur la base des éléments que vous allez transmettre, on va vraiment faire parler ces données et on va les projeter en fonction donc vous de votre futur, de manière à ce que aussi bien en termes de niveau de service, politique de production, canaux de distribution, nombre de lignes par pièce, etc., ou nombre de pièces par ligne, on va mettre en place la base du projet, la base qui va nous servir derrière à monter des solutions, puisqu'encore une fois, ces solutions vont être liées à la typologie de produits, vont être liées à des taux de rotation, vont être liées à des exigences de sécurité, vont être liées à des besoins de manutention, vont être liées à, à tout un écosystème local. On ne va pas avoir deux études identiques, entre guillemets, à chaque fois, donc on va aller customiser évidemment ce qu'on va vous proposer. Et sur ces bases de données, sur cette base et sur cette collecte, on va imaginer la cartographie de flux de processus, on va imaginer donc des échantillons, des temps de fréquence, on va récupérer la partie layout, donc tout ce descriptif de l'existant, on va fournir aussi ce descriptif existant. On va produire un résultat dont on parlera tout à l'heure, donc qui va forcément dépendre de qu'est-ce qu'on dépense pour mettre en place la solution, le scénario envisagé et qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice. Et puis on a une option également donc de simulation de flux, donc cette digitalisation des flux qui va nous permettre de tester, de valider des solutions sans avoir à démonter des racks, sortir la caisse à outils, ni perturber le client, ni perturber donc les collaborateurs sans cesse avec différents essais de fonctionnement et des fois des investissements qui peuvent être lourds et qu'on va garantir en moyen de cette simulation de flux. Les données d'entrée, on les analyse, donc on en sort des graphiques, on en sort des conclusions, et encore une fois, on va sur ces analyses qu'on va réaliser, on va attendre, façon de parler évidemment, en tout cas, on va devoir se mettre d'accord sur ces données et signer la feuille en bas à droite, et vous et nous, avant de se lancer donc dans ces analyses et ces hypothèses de scénarios qu'on va mettre en place.
Et pour le coup, on va vous proposer donc des choix qui vont dépendre d'un besoin logistique en fonction des unités de manutention, en fonction du stockage à gérer, en fonction des flux, des volumes, en fonction de votre souhait aussi, de voir des solutions plutôt traditionnelles, plutôt mixtes, plutôt automatisées, soit vos souhaits, soit nous, nos préconisations évidemment, puisqu'on peut avoir une tendance. Et puis en fonction également des technologies disponibles qui sont donc du type de stockage, qui sont la manutention manuelle automatisée, qui sont les différents systèmes d'information, les WMS et tout ce qui va être associé. Et là, je vais passer la parole à Alberto qui va nous parler donc justement de ces études de faisabilité et finalement des technologies qui sont présentes aujourd'hui sur le marché et qu'on est à même de préconiser. Merci Benoît. Et justement, quand on parle des choix des alternatives, il faut n'oublier jamais qu'il faut partir d'une identification du besoin qui soit très très claire, parce que c'est seulement avoir très clair le besoin qui nous donne la possibilité d'identifier la meilleure solution. Ici, vous pouvez trouver quelques exemples. Si l'on parle, par exemple, des stockages, donc des alternatives de stockage pour les charges volumineuses, donc on pense surtout à les palettes. Il faut travailler sur deux niveaux, sur deux éléments principaux. Les éléments qui concernent les niveaux d'automatisation de la solution et ce qui concerne le niveau de densification, en ce cas, de la solution de stockage. C'est clair que dans cette matrice, nous pouvons trouver différentes réponses, différentes solutions selon les différents niveau de technologie. Et donc, c'est clairement quelque chose qui va évoluer en utilisant des palettiers traditionnels plutôt que des chariots tridirectionnels, jusqu'à arriver à solutions beaucoup automatisées comme le palette totalement déplacé par des AGV et rangé par des AGV ou par des chariots en allée étroite automatisés. Et pour arriver, si on veut augmenter au même temps le niveau de densification, on peut vraiment arriver à des solutions du type drive-in plutôt que ce qu'on appelle solutions shuttle, donc, qui sont des solutions dans lesquelles on a un shuttle qui se déplace dans les étagères pour ranger en profondeur les palettes et donc augmenter beaucoup le niveau de densification. Ou pour arriver à l'extrémité, donc les solutions Deluxe, soit pour ce qui regarde la densification, soit pour ce qui regarde l'automatisation. On pense à des transstockers multiples profondeurs ou des transstockers simples profondeurs qui en tout cas nous donnent la possibilité d'exploiter au mieux l'auteur du bâtiment ou arriver à des hauteurs avec des structures autosupportées qui nous permet d'avoir une utilisation de la surface, un nombre de palettes par mètre carré qui est vraiment très, très intéressant. C'est clair que dans cette matrice, l'élément le troisième élément qu'il faut tenir en compte sont les coûts, parce que sont clairement liés au niveau d'automatisation de la solution normalement. Et donc ça c'est un autre facteur que dans notre étude, au moment de l'achat, nous avons bien en tête, parce que ça dépend aussi du budget que, par exemple, le client va nous donner. Si on passe sur des charges légères, le principe, effectivement, c'est le même. Donc, on travaille encore sur le niveau d'automatisation et le niveau de densification, sachant qu'on doit gérer pas plus de palettes, mais des boîtes, des caisses. Et donc, on reste sur des solutions plus compactes, avec des simples étagères ou des tiroirs, si on veut rester sur une solution traditionnelle, pour arriver à des systèmes automatisés ou de stockage rotatif, soit qu'ils soient horizontal, soit qu'ils soient vertical, ou encore une fois, à l'extrémité technologique, pour arriver sur des solutions multi-shuttle, autostore, mini-load, qui sont vraiment des solutions très, très performantes et donc nous peut accompagner aussi dans une préparation de commandes très, très efficace et aussi des solutions avec une bonne densification, soit pour la possibilité, encore une fois, d'exploiter l'auteur, soit pour la densification que certaines solutions ont, comme
Si on pense par exemple à AutoStore, qui nous donne la possibilité vraiment d'utiliser tous les volumes pour le stockage. Les alternatives ne concernent pas justement seulement la partie stockage, mais on peut aussi réfléchir sur beaucoup des alternatives au moment d'identifier la meilleure façon de gérer la préparation des commandes. Donc, la préparation des commandes, c'est normalement l'un des points clés dans l'étude de faisabilité d'entreposage parce que c'est l'une des activités dans laquelle on trouve la majorité des personnes, des ressources engagées. Et donc, encore une fois, ici, il faut réfléchir sur la philosophie opérationnelle qu'on veut choisir. Donc, si on veut rester sur des philosophies plutôt traditionnelles, means to good, ou plutôt évoluer vers des solutions qui sont goods to men, plutôt automatisées, dans lesquelles notre opérateur, notre piqueur va rester en place et ce sont des produits qui sont déplacés d'une façon automatisée. Pour arriver à des prélèvements supportés par des robots, on parle en ce cas des goods to robot, donc des solutions totalement automatisées dans lesquelles on n'a pas seulement le déplacement de produits qui est fait d'une façon automatique avec des petits convoyeurs, mais on a aussi la partie de prélèvement qui devient automatisée. Donc, ça signifie que je n'ai plus besoin d'un opérateur, mais c'est un robot qui va effectivement préparer les colis. Si l'on passe, par exemple, au prélèvement en couche avec robot, vous verrez après dans l'intervention que M. Bosselin fera sur le système qu'on a proposé chez L'Oréal. Le prélèvement en couche, effectivement, c'est une bonne solution qui, entre un prélèvement extrême par colis fait par robot et un prélèvement qui nous permet vraiment d'avoir une bonne efficacité parce que on peut vraiment enlever à les opérateurs des activités très lourdes et très importantes et impactantes sur le cycle de prélèvement. Quand on parle de préparation, il faut en tout cas, on ne peut pas oublier que à l'aide, nous avons beaucoup d'outils d'aide à la préparation qu'il faut effectivement choisir et coupler avec la technologie qu'on choisit. Et donc, on a des technologies qui sont la plus standard, qui est la technologie de prélèvement guidé par des terminaux RF, mais aussi des technologies un peu plus évoluées comme voice picking, vision picking, ou encore les prélèvements by LED ou le pick-to-belt, les meubles de ventilation. Donc, des technologies qui supportent l'activité de prélèvement avec l'objectif clairement d'augmenter la performance et la productivité. Donc, le choix des alternatives, c'est un point très important qui peut vraiment avoir au niveau technologique et de philosophie beaucoup de possibilités et qu'il faut choisir vraiment en tenant compte et en regardant les besoins qu'on avait identifiés dans la première phrase de notre étude. Et ça, c'est un peu la juste façon de se rapprocher. Je te rends la main, Benoît, et je te laisse continuer. Merci Alberto. Alors effectivement, on va continuer sur l'étude de faisabilité. On a plutôt parlé ici de la partie manutention, stockage, donc plutôt flux d'information, flux physique, pardon. On n'oublie pas non plus dans l'étude de faisabilité la partie flux d'information qui est capitale. Aujourd'hui, ce sont entre 35 et 40% des entreprises qui sont équipées d'un WMS. Les autres passent en direct par un ERP, voire par le papier et le crayon. Et donc, cette partie système d'information aujourd'hui est capitale si on veut aller chercher de la performance dans l'entrepôt, puisque on va passer par une notion, par un équivalent de ce qu'on appelle l'ordonnancement dans la production. Aujourd'hui, les WMS nous permettent d'ordonnancer de la préparation de commandes, d'aller séquencer, d'aller optimiser en fonction d'horaire de départ, en fonction de
de volume, de localisation des opérateurs, etc. Donc, on a toute une gamme à notre disposition, WMS, donc Warehouse Management System, outils de gestion d'entrepôt, qui vont nous permettre d'aller gérer de la plus petite activité jusqu'à l'activité la plus complexe, avec différentes options complémentaires, modules complémentaires sur l'affectation de mission, la gestion de rendez-vous, la gestion de hub, de cross-docking, de quai, etc. Donc, cette partie, évidemment, système d'information, fait partie intégrante de nos activités. On l'intègre dans l'étude de faisabilité. On peut même avoir des missions qui nous sont confiées, qui sont exclusivement orientées sur cette notion de WMS, aller identifier ou aller mettre en performance donc une activité uniquement à travers donc cette partie système d'information. L'étude de faisabilité, donc on disait, c'est donc étudier des scénarios possibles, toujours plutôt les meilleurs, mais sans forcément réduire le champ des possibles. C'est-à-dire que au final, on va peut-être vous présenter 3 scénarios sur une activité. Nous, on aura fait cette notion d'entonnoir. Hein, on sera allé analyser, regarder avec déjà notre expérience, avec une notion déjà d'investissement en grosse masse, si telle ou telle solution sont compatibles avec vos besoins ou pas. C'est pas parce qu'on va vous présenter 3 scénarios qu'on n'en aura pas travaillé sur 5, 7 ou 10 auparavant pour éliminer au fur et à mesure et être sûr finalement de ne pas passer à côté d'une solution, la meilleure solution pour votre activité. Dans les solutions alternatives également, il faut qu'on élargisse notre spectre. C'est-à-dire que on a des conséquences sur un projet et on a toutes les parties prenantes avec des fois des effets collatéraux. Il faut bien qu'on aille gérer ces notions de sous-projet en estimant, en allant analyser quelles sont les conséquences finalement de la solution qu'on va vous proposer. Ok, on passe sur un entrepôt, d'un entrepôt manuel à un entrepôt automatisé. Quelles sont les conséquences par rapport à la stratégie d'entrée de produit, de sortie de produit? Quelles sont les conséquences par rapport à une notion de pic d'activité? Quels sont les impacts humains aussi? Quels sont les impacts matériels? Donc ici, on va forcément vous élargir ce spec avec une approche également RSE, hein, puisque depuis 2 ans maintenant, nos dirigeants ont sorti ce référentiel RSE applicable à toutes les activités logistiques. Forcément, on va avoir cette notion RSE en tête quand on va aborder les solutions et la faisabilité. Et puis on arrive, évidemment, on fait des études et on a un certain nombre de livrables sur lesquels on va s'engager. C'est la description déjà de ces solutions alternatives, donc avec un taux d'automatisation, avec une notion de calendrier de mise en œuvre, avec une notion d'exigence, avec une description complète de la solution, tout au moins la plus complète possible avec les données dont on dispose. On va s'engager sur un coût d'investissement, donc ce qu'on appelle le CAPEX. On est sur une approximation à peu près. En général, on est à 15-20%. On est plutôt à 15% en général. On s'engage. On vous dit, ça va vous coûter 100 de CAPEX, plus ou moins 15. On a également donc une approche avec des coûts d'exploitation, donc les OPEX, hein, puisque c'est cet équilibre CAPEX-OPEX qui va vous permettre d'aller chercher derrière un retour sur investissement donc de cette nouvelle organisation, mais avec également l'impact sur les compétences du personnel, les besoins en formation, les temps de mise en œuvre, donc l'agenda, le calendrier, la comparaison de différentes solutions par rapport à pendant les travaux, la vente continue. Donc, comment est-ce qu'on peut phaser des évolutions donc d'entrepôt et d'optimisation sans arrêter l'activité, évidemment. Comment est-ce qu'on vous accompagne sur le reste? Quelles sont les forces et faiblesses aussi des différentes solutions? Avec des questions aussi qui sont posées par rapport justement à l'évolutivité donc des solutions. Demain, si vous changez un mix produit, si vous changez de famille de produits, si vous évoluez vers des produits plus petits, plus gros, etc. Comment va évoluer la solution avec le temps. Et puis évidemment, on vous propose donc et on fournit avec des livrables les layouts en format DWG pour pas les citer, pour être précis, avec les différentes solutions qu'on vous propose. Une solution qui va être peut-être
très traditionnelle, j'en parlais tout à l'heure, à la solution la plus automatisée. Et puis avec une solution intermédiaire où on a un mixte d'automatisation et de manuel, avec aussi peut-être des éléments donc de différents constructeurs qu'on va venir greffer et intégrer les uns derrière les autres de manière à assurer donc l'optimisation de ces flux physiques. Alors, on vous transmet cette analyse, cette étude de faisabilité. On a produit un gros travail. Vous vous retrouvez avec 3 scénarios sur un document qu'on va venir vous présenter dans le cadre d'une restitution. Et il va falloir choisir votre solution. Alors, comment on va choisir la solution? Comment vous allez choisir votre solution? Ça va être lié à un engagement financier, ça va être lié à un retour sur investissement, ça va être lié à des critères qualitatifs également, à des conséquences d'évolution de ce qu'on va vous proposer. Et on ne va pas se limiter encore une fois donc aux aspects financiers, CAPEX, OPEX. On va vous aider, on va vous amener des critères très objectifs encore une fois vis-à-vis des différents fournisseurs et des technologies du marché pour aller sélectionner donc cette solution qui sera la vôtre et votre fonctionnement demain, donc un engagement quand même non négligeable sur l'avenir de votre activité. Alors, comment vous allez choisir votre activité? On va mettre en place des grilles de pondération. On va analyser les items qui nous sembleront importants à vous mettre en évidence, de manière à ce que vous ayez conscience des impacts donc des différentes solutions. On va, à travers cette courbe, qu'on appelle la courbe du cash flow, hein, estimer sur une période donnée finalement ce que vous allez dépenser de manière cumulée. C'est-à-dire que on part à l'année zéro avec le CAPEX et puis tous les ans on rajoute les coûts d'opération, les coûts de maintenance des installations, etc. Et donc ici on a cinq courbes qui sont à un moment donné donc superposées sur ce graphique et qui vont nous permettre de dire en disant voilà au global ce que je vais dépenser. C'est une autre approche de voir le ROI, le retour sur investissement, et c'est très visuel et ça permet de voir ici par exemple que la solution verte qui nécessite un peu moins d'investissement au départ, eh bien va avoir une ligne de progression donc avec des OPEX où finalement on peut voir que les solutions vertes, rouges et bleues ont quasiment le même coût d'opération avec le temps, que la ligne rose qui arrive en 4e position en termes de niveau d'investissement, elle, va pour le coup avoir des coûts d'opération importants, donc très certainement il ne faut pas aller vers la solution rose, et que la solution orange, avec un investissement un peu plus fort, diminue quand même les OPEX. Au bout de 10 ans, on est encore un peu plus fort, mais peut-être qu'à 15 ou 20 ans, on va rattraper les autres. Mais je ne vois pas bien un financier aujourd'hui vous valider une mise en place de solutions avec un ROI à plus de 20 ans. Voilà, ou alors il faut me le présenter. En tout cas, ce n'est pas dans les critères aujourd'hui de ce qui nous est demandé par nos clients. Sauf peut-être à un moment donné à être en face d'une notion de rupture, hein, de rupture de technologie, de rupture de marché, et d'avoir donc une notion d'investissement forcé, contraint, pour répondre à des attentes du marché. Mais l'approche dans ce cas-là est légèrement différente. Et donc, on a une grille de scoring qui va vous permettre, de manière très visuelle et très ordonnée, et encore une fois très customisée, puisqu'on n'a jamais la même grille pour deux clients différents, d'aller identifier la solution. Et cette solution, on va aller la challenger, on va pouvoir aller valider donc sa cohérence, à la fois, je le disais tout à l'heure, donc en simulant les flux, c'est-à-dire qu'on va cette approche, premier calcul qu'on aura fait sur la base Excel, le calibrage des outils, le calibrage des cadences, des machines, etc. Un nombre d'AGV en fonction de taux de charge de batterie, etc. On va pouvoir les mettre de manière dynamique, donc passer d'un calcul statique sur la base d'un tableur à un calcul dynamique, de manière à pouvoir valider, amener cette notion d'assurance d'investissement. On va passer également, on va pousser la solution à travers donc une notion de résilience, donc de stress test, c'est-à-dire qu'on va mettre la solution donc
abordé dans une phase vraiment critique en termes de volume, de seuil haut, de manière à valider que bah, cette solution qu'on vous propose va bien passer aussi ces notions de pic d'activité. Et puis, on va analyser les risques à travers donc, des grilles donc, de situations critiques qui, a priori, ne devraient pas arriver, mais qui pourraient arriver. Et auquel cas, donc, bah, qu'est-ce qu'on fait avec cette solution et en fonction des différents risques. Alors, je parlais de simulation de flux, nous y voilà. Donc, c'est en fait un système qui va nous permettre de tester de manière digitale les différentes solutions préconisées. On va construire des modèles, on va associer des temps, des fréquences, des volumes à ces notions, et donc on va lancer différents scénarios avec peu de volume, un peu plus de volume, et puis donc cette solution critique où on est sur les volumes hauts, pardon, et on va obtenir donc à la fois visuellement et à la fois à travers des indicateurs donc des notions de qualification de la solution. Si à un moment donné ben, la simulation de flux s'arrête, ben, ça veut dire que ben, on a peut-être pas suffisamment d'engins, pas suffisamment d'opérateurs, pas suffisamment de capacité de stockage, et donc on doit pouvoir retravailler cette solution-là en termes de calibrage. C'est vraiment encore une fois une assurance projet qui est très intéressante, qui représente évidemment un investissement à mettre en place, hein, puisqu'il faut reporter digitalement pardon, une organisation. Par contre, ramener au niveau d'investissement et à l'engagement et au risque qu'on prend, entre guillemets, à investir dans des systèmes très automatisés. Donc, ramener à ce coup-là, on est sur une assurance qui finalement coûte pas grand-chose à l'arrivée et qui nous permet donc de détecter ce sous-dimensionnement, ce surdimensionnement, et puis donc amortir cette courbe d'apprentissage, puisqu'on peut se servir de cet outil à la fois pour vendre, entre guillemets, une solution à ses dirigeants, à ses actionnaires, et à la fois pour aller former les utilisateurs et les impliquer dans le projet de manière à ce que bah, ils soient au jour où on met en place la solution, à la fois ils participent au design de la solution et à la fois ils sauront à quoi s'attendre le jour où on appuie sur le bouton pour démarrer la solution. Le stress test, j'en parlais également rapidement, un outil pour tester le comportement d'une solution au fur et à mesure qu'un ou plusieurs paramètres et valeurs changent. Donc on peut l'appliquer sur la partie simulation de flux, on peut l'appliquer de manière différente, et l'idée c'est vraiment d'aller vérifier que ben voilà, en cas de grand vent, l'arbre tient bien encore racine et ne s'envole pas pour aller dans des contrées inconnues. Donc on a différentes étapes à respecter, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va mettre en place. On va pas forcément le mettre en place sur l'ensemble des solutions, mais on va bien aller là aussi, comme la simulation de flux, mettre en place ce stress test pour aller valider la solution que vous aurez sélectionnée. On entre quasiment dans un projet détaillé à ce niveau-là. Des exemples ici de stress test où on a des inversions de tendance entre la palette complète, le picking. Donc des exemples tout simples à comprendre, hein. Vous avez tous connu, j'imagine, des entrepôts avec des notions de préparation de commande et une tendance, comme on a pu en avoir en 2008, comme on peut en subir aujourd'hui également, où on préparait plutôt la palette complète, des grosses commandes, des gros chargements, puis petit à petit, ben les tailles de commandes sont diminués et on est passé avec beaucoup plus de manutention à gérer, beaucoup plus de conducteurs à accueillir, etc. Peut-être pour le même volume, in fine, mais avec donc une proportion différente donc, de cette notion et de ce rapport entre les palettes complètes et le piqué. Et puis l'analyse des risques, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe ben, s'il y a à un moment donné un événement qui fait que ben, j'ai plus de ligne informatique, j'ai plus
j'ai plus d'outils, j'ai plus rien pour travailler, etc. Donc, un convoyeur central qui tombe en panne, bah, comment est-ce qu'on peut intervenir pour le réparer, pour maintenance, sous combien de temps, etc. Si je peux pas le réparer, qu'est-ce que je fais? J'ai une solution très manuelle, j'ai des caristes, bah, j'appelle une boîte d'intérim, je me procure des engins et je peux continuer à travailler. Le convoyeur qui est au milieu et qui est l'axe central de l'entrepôt, on va avoir des problèmes. Donc, on va travailler justement sur ces notions d'analyse de risque, à fournir aussi des éléments donc pour une business continuity, c'est-à-dire que la poursuite d'activité en cas d'avarie. Alors, vous avez choisi, donc on a mis un projet en place, on a réalisé l'étude de faisabilité, vous avez sélectionné la solution sur laquelle vous voudriez vous engager, on l'a vérifié, on a passé au stress test, à la simulation de flux. Peut-être qu'à un moment donné, on a pu la faire évoluer aussi en fonction de ce qu'on aura pu découvrir. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de cette idée à l'installation presque parfaite, entre guillemets, parce que nobody's perfect, c'est bien connu? Eh bien, on a différentes phases de réalisation. Donc, on va commencer par la gestion de projet, par l'engineering. Hein, c'est que on va rentrer dans ce projet détail, on va reprendre le pack qui nous a permis de mettre en place cette solution et on va creuser de manière à pouvoir mettre en place le planning qui va bien et gérer les différentes phases et différents jalons. On va passer par une phase d'achat, d'appel d'offres. Ok, on aura peut-être amené des éléments parce qu'on les connaît, de différents fournisseurs, etc., des notions de prix. Mais là, cette fois, donc, on rentre dans le dur et on n'a pas le choix que d'aller donc valider des hypothèses et confirmer et lancer des appels d'offres sur la base de cahier des charges. On peut vous accompagner sur la mise en œuvre également, et puis donc jusqu'au démarrage avec une assistance sur la formation, la mise en service, les différents tests à réaliser, etc. Les acteurs du groupe projet sont connus. Hein. Évidemment, nous, on intervient en termes au niveau de l'ingénierie. On a un rôle pivot hein, quelque part. Évidemment, vous avez en tant que client des membres qui doivent participer au projet, qui doivent s'engager pour l'entreprise, avec évidemment un sponsor hein, qui soutient le projet. Et puis, on peut avoir des corps de métier sur le bâtiment, l'infrastructure, l'architecture, la sécurité, la maîtrise d'œuvre, etc. Les différents fournisseurs, évidemment. N'oublions pas, et il nous est arrivé donc de travailler également, notamment l'année dernière, sur un sujet donc, en Bretagne, avec tout un écosystème qui permettait donc, de faciliter, j'allais dire, derrière la dépose d'un permis de construire pour un nouvel entrepôt. Donc on peut être amené à travailler de manière anticipée avec les pompiers, avec la mairie, avec toute la partie réglementaire sécuritaire, de manière à ce que le permis de construire qui est déposé ou le dossier qui est déposé à l'Adréal puisse être accepté du premier coup, puisque une fois qu'il commence à être refusé, on a un petit peu de mal toujours à le faire évoluer pour faire passer un dossier. Évidemment, c'est assorti d'un rétro-planning et d'un timing hein, sur lequel on va s'engager et on va suivre les différents corps de projet de manière à pouvoir respecter les délais qui auront été fixés. Alors, on passe du coup sur un projet détaillé une fois que le groupe est défini, que les jalons sont posés. Et donc, on va venir à travers différents livrables, donc valider donc, les données des projets, vérifier les contraintes. On va rentrer vraiment dans des détails d'énergie, de fluide, d'alimentation, de sécurisation de process, de coactivité, etc. Donc, on va vraiment descendre de manière la plus fine possible avec les fournisseurs, avec les membres des équipes projet, pour identifier, dimensionner la solution, les systèmes de manutention, de stockage, développer la solution finale et avoir donc vraiment des notions de livrables beaucoup plus précis qu'en phase d'analyse et d'étude de faisabilité, sur des rapports de synthèse réguliers, évidemment, sur le layout, sur la liste des équipements préliminaires, sur l'analyse des risques, hein, qui est important hein, au niveau des usines et des sites de fabrication ou des sites logistiques,
des calendriers, des phasages, etc. Donc toute cette liasse qui va nous permettre d'aller vers un projet détaillé et puis donc d'analyser les différentes dimensions de palette avec les distributions par catégorie, avec les distributions par rapport à hauteur, etc. C'est un travail qu'on reprend évidemment de l'analyse de données au départ. On va à nouveau les vérifier et puis donc vérifier qu'on est bien toujours en phase par rapport à ces données, puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau donc du projet détaillé. Et puis, c'est des éléments qui vont nous permettre de travailler aussi avec les différents fournisseurs pour être sûr du bon calibrage des solutions. On a ici un exemple, donc avec un besoin de stockage, une saturation cible des palettes, d'un nombre de références à gérer, différentes palettes, etc. On a ici une notion de schéma des flux très simplifié, donc de la réception jusqu'à la consolidation et l'expédition, avec les différentes étapes à travers ici un mini-load, à travers des zones de picking en mezzanine, à travers des palettes automatisées, etc. Donc tout ça, on vient croiser les flux, on vient consolider finalement et s'assurer donc de manière très précise de la solution. On va analyser les taux de charge sur les échelles par rapport donc avec différents fournisseurs. Donc c'est vraiment quelque chose par rapport au poinçonnage, par rapport donc aux contraintes bâtiment. On est vraiment encore une fois sur du détail et du détail qui va nous permettre de passer de ce document d'analyse de faisabilité à un document de projet détaillé sur lequel on va peut-être amender une solution qu'on avait préconisée. Ici, on voit des solutions avec des racks, donc vous voyez donc des racks roses et des racks verts sur la partie gauche en étude de faisabilité, qui a été splitté donc au niveau de la réalisation en deux zones finalement, parce qu'on s'est rendu compte au moment de la mise en œuvre ou de la gestion du projet que on avait peut-être une contrainte par rapport à des sources, par rapport à l'énergie, par rapport à du sol, etc. On remet en cause quelque part le projet initial, mais on garde l'essence, on garde l'esprit et on va travailler sur le respect du besoin initial par rapport donc à l'activité. Mais on n'est pas à l'abri effectivement d'amener des aménagements entre donc l'analyse qu'on a pu faire en termes d'études de faisabilité et puis l'analyse qu'on a pu faire en termes de projet détaillé. Voilà un exemple ici de layout qui a pu être réalisé pour un de nos clients. Layout qu'on a pu faire en plusieurs phases, pardon. Voilà, en plusieurs phases, c'est-à-dire que on a amené petit à petit en différentes donc en 4 étapes ici, la solution, 5 étapes en partant de la solution initiale, donc la solution au client qui maintient finalement la poursuite de l'activité pendant le phasage et la mise en place de la solution cible. Évidemment, on passe par un processus d'achat, la qualification des fournisseurs potentiels. On a donc la partie donc la partie qualification des fournisseurs, la partie rédaction donc à travers un RFI, la partie rédaction du cahier des charges, de la gestion d'appel d'offres, tous ces éléments qui vont nous permettre d'avancer dans la solution, d'avancer avec des fournisseurs qu'on aura peut-être identifiés au préalable, qu'on aura calibrés. On va pas aller interroger 25 fournisseurs du marché puisqu'on saura vous aiguiller par rapport à nos expériences et nos veilles technologiques, quel fournisseur peut correspondre à vos besoins. Et donc, on va définir avec vous en fonction de vos stratégies d'achat. Est-ce que vous êtes plus sur l'investissement, sur la location, aller interroger donc à travers des RFI des fournisseurs qui sont peut-être plus présents géographiquement à tel endroit qu'à tel autre, qui sont plutôt présents sur un secteur d'activité plus qu'un autre, qui vont répondre peut-être plus facilement à des solutions avec un peu de spécifique plutôt que rentrer dans un standard. Donc tout ça, on va savoir gérer donc cette stratégie donc d'achat. Définir la partie donc cahier des charges sur la base des éléments qu'on aura accumulés auparavant lors de l'étude de faisabilité du projet détail, de manière à pouvoir aller chercher donc
et identifier et chercher les meilleurs fournisseurs donc, qui peuvent répondre à vos besoins en fonction de critères de timing également, hein, pour pouvoir rentrer dans le scope. On va avoir, nous, un premier travail de présélection, de shortlist, et ensuite, on choisit ensemble, vous choisissez le fournisseur avec lequel vous voulez travailler en fonction des critères et de ce qu'on vous aura ramené sur la table avec eux. C'est vous qui passerez la commande auprès des fournisseurs, c'est pas nous évidemment, mais on vous accompagne avec le cahier des charges, le rapport de comparaison des offres, avec le rapport de négociation, puisqu'on peut entamer sur la base de nos connaissances, nos compétences, nos habitudes, les négos, on connaît les niveaux de tarifs du marché, et y compris jusqu'à la commande. Parce que vous n'êtes pas forcément habitué à passer des commandes sur des systèmes automatisés ou autres. Il y a peut-être des points qui sont spécifiques. Et là aussi, on va intervenir comme une assurance, entre guillemets, qui va vous permettre d'aller derrière passer commande, entre guillemets, avec sérénité et avec moins d'appréhension que si vous passiez une commande sans vous faire accompagner par un spécialiste dans le domaine. Je disais, on connaît une grande partie des fournisseurs du marché. On a ici un top 20, alors j'ai pas l'année sur le document, si 2015, donc il a très certainement évolué un petit peu, mais des fournisseurs de matériel de manutention, en fonction de la localisation géographique, en fonction d'un positionnement de marché, en fonction d'un savoir-faire, en fonction là aussi d'une capacité à rentrer dans du spécifique ou plutôt à gérer un mode de fonctionnement standard. On va aller identifier ce fournisseur ou ces fournisseurs qu'on va confier à travers les appels d'offres. La notion de présence géographique est importante, de maintenance également, hein, puisque quand on est sur ce type de système, il faut qu'on puisse intervenir rapidement en cas de panne et en cas d'anomalie. Et donc, on va là aussi avoir des critères d'évaluation qu'on va vous proposer, qu'on va valider ensemble et qu'on va définir, qui vont nous permettre à la fois de gérer ces notions de compatibilité avec votre besoin, d'engagement par rapport à la qualité, par rapport à des coûts, des opérations, etc. Et puis évidemment par rapport à des réponses aux attentes en termes de volume, en termes de cadence, de capacité, d'éléments sortants, de compatibilité, d'interconnexion avec d'autres critères dans les éléments. Donc de manière ici à pouvoir là aussi répondre à vos attentes et à s'engager sur des fournisseurs qui vont être complètement compatibles avec les besoins. Une grille de pondération qui va nous permettre d'aller chercher le meilleur fournisseur avec la meilleure solution. Et puis derrière, une aide pareil graphique, hein, très visuelle, qui va permettre de comparer deux fournisseurs et pour aller valider des temps de fabrication, de mise à disposition du matériel, d'aller chercher une approbation de l'implantation par rapport à la surface et à la zone sur laquelle on a dédié cette installation, par rapport à des capacités de production, par rapport à des tests qui vont pouvoir avoir lieu par rapport à la mécanisation, du câblage, etc. Donc on a ces notions à la fois de coût et de capacité des fournisseurs et de mise en œuvre qui vont nous permettre d'aller chercher le meilleur fournisseur par rapport, encore une fois, rappelons-nous, ce processus de collecte d'informations, de transformation par rapport à des projections, d'analyse, d'études de faisabilité, de sélection de cette offre et ici de sélection des fournisseurs qui répondent à la solution sur laquelle vous vous serez engagé. Et puis il y a une partie mise en œuvre
forcément, donc un accompagnement sur site, un accompagnement terrain. Et là, à nouveau, je laisse la parole à Alberto pour nous en dire plus sur cette notion de mise en œuvre. Oui, merci Benoît. Effectivement, la partie mise en œuvre, c'est une partie que nous pouvons dire va commencer lorsqu'on aura choisi les fournisseurs. Donc, à la fin de notre processus d'achat, le choix sera fait. Le fournisseur avec lequel il faudra commencer à travailler va commencer son activité. Et donc, l'amène dans cette phase passe vraiment aux fournisseurs qui prennent en charge le développement au niveau encore plus détaillé de tout ce qui concerne la partie fonctionnelle, la partie layout, la partie intégration avec tous ceux qui sont, les possibles contraintes comme le système de sprinklage, par exemple, les contraintes bâtiment, l'éclairage et tout ce qu'il faut. De notre côté, en cette phase, ce que nous faisons, c'est le coordonnement de cette activité du fournisseur avec une analyse critique de tous les documents que notre fournisseur ira produire, parce que justement, il va nous proposer des solutions, il va nous proposer des fonctionnalités, il faut les vérifier, il faut s'assurer qu'ils soient vraiment alignés à notre cahier des charges. Et ça, pour nous, ça devient très, très, très important. Dans cette phase, effectivement, nous pouvons supporter les fournisseurs, en tout cas des doutes. Donc, une fois qu'il faut vraiment gérer des soucis et identifier des solutions possibles. Et ce que nous faisons normalement, c'est de la supervision pendant la construction avec une mise à jour presque quotidienne de timing de projet qui va nous vraiment, qui représente pour nous vraiment l'outil meilleur pour vérifier que notre projet avance sur le timing prévu, sans des retards, etc. L'un des outils délivrables plus utilisés en cette phase sont effectivement les comptes rendus parce que ces documents vont vraiment représenter l'histoire du projet et vont vraiment nous permettre de garder d'une façon formelle tous les infos et tous les résultats des rendez-vous et des réunions d'alignement, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui c'est très important. Dans le projet, si on regarde effectivement quels sont les éléments qui, dans cette phase, sont les plus importants, on peut dire qu'ils sont trois éléments. Merci Benoît, si tu peux avancer. Ce qu'on appelle normalement le triangle du projet. Et donc, sont les éléments qui peuvent influencer la réalisation et qui effectivement nous permettent de gérer le projet de la juste façon pour garder la qualité qu'on a prévue. Et quand on parle de ces éléments, on parle des ressources, donc des coûts, des travaux, et même des ETP s'il faut. On parle de temps, donc la durée du projet. On parle de fournitures, donc le contenu de ce que est notre contrat, si vous voulez, et la qualité. Pourquoi ces trois éléments sont importants? Parce qu'effectivement, ils nous donnent la possibilité, ils sont les éléments que nous pouvons modifier pour résoudre des projets, résoudre des soucis, si lors de la réalisation, nous avons des problèmes. Donc, c'est clair que, par exemple, si pour des raisons liées, je ne sais pas, au météo, un chantier ne peut pas continuer parce qu'on a des problèmes avec la pluie, etc. Et pour ne retarder pas la livraison du projet, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est le leverage que nous pouvons utiliser? En ce cas, nous pouvons utiliser l'élément ressources et donc, par exemple, nous pouvons passer à travailler sur deux équipes. Donc, on peut récupérer du retard en discutant avec les fournisseurs sur la possibilité d'augmenter l'activité en champ, donc en chantier,
pour exemple, doubler les équipes des travaux. Ou peut-être, je ne sais pas, pour respecter le temps de livraison, lorsque le client va changer quelque chose au niveau du contenu de la fourniture. C'est clair que certaines fois, pendant la réalisation, pendant cette phase, on découvre des nécessités que peut-être sont des nouvelles. Et on veut pas les négliger. Et à ce point, pour les gérer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ou accepter des retards, donc on va utiliser la variable temp, ou plutôt, encore une fois, si on veut respecter le temp, on peut travailler sur la variable ressources, sachant qu'on payera un peu plus parce que les ressources, ça coûte, mais effectivement, nous représente des activités, la possibilité effectivement de respecter notre plan. Après, vous pouvez voir des exemples que normalement nous pouvons trouver dans cette phase. Non? Donc, quand on parle d'intégration entre les différents acteurs du projet, on parle, par exemple, comme vous pouvez voir ici, de l'intégration entre le fournisseur de notre structure, donc de notre palettier, de notre magasin autosupporté et le fournisseur du système de chauffage. Dans cette solution, l'idée, c'était d'installer le système de chauffage en toiture. Mais pour faire ça, il faut justement aligner la structure de notre palettier avec le système de chauffage en étant en ayant la sécurité d'avoir tout prévu. Et donc, normalement, en cette phase, ce que nous faisons, c'est de croiser les données, les layouts, en ce cas de notre fournisseur, pour être sûr, avec une approbation bidirectionnelle, que tous les deux soient bien alignés sur les contenus de notre fournisseur. Un moment très important dans cette phase, c'est ce que nous appelons Factory Acceptance Tests, donc les FAT. Sont des tests qui normalement sont prévus chez les fournisseurs, donc dans l'usine, chez le site du fournisseur, pour vérifier que tous les équipements les plus importants, ici vous pouvez voir par exemple des véhicules AGV, soit bien fait, bien construit avant de la livraison en chantier. Ça pour ne courir pas le risque quand on arrive en chantier d'avoir des surprises, non? Et donc de découvrir que peut-être il y a un problème. Alors normalement, on organise des tests à la fin de la production chez les fournisseurs pour aller vérifier avec le client si tout est compatible avec, par exemple, les contrats de sécurité, les alertes, les émergences sont tout prévus, les déplacements qu'on a imaginés sont corrects, etc. Et seulement après que ces tests sont passés, on peut vraiment accepter de livrer sur les sites notre équipement. C'est clair qu'on ne peut pas faire des FAT pour tous les équipements. Si l'on pense, par exemple, à des transstockeurs, on ne peut pas imaginer d'avoir les transstockeurs installés chez les fournisseurs. Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est de prendre des petits parties comme le groupe fourche, qui c'est l'un des parties plus importants pour les transstockeurs, pour vérifier si les fourches marchent comme prévu. Et ça, c'est un point important qu'il faut absolument prévoir dans notre schéma directeur sur cette phase. Un autre point important, c'est pendant la mise en œuvre, c'est de figer la plan de marché chantier. Ça signifie bien identifier du début ce que sont tous les zones chantiers qu'il faut prévoir sur les sites clients, pour être sûr qu'on peut vraiment séparer les activités, ne courir pas de risques au niveau sécurité, mais par contre aussi pour donner tous les espaces qui sont nécessaires pour les fournisseurs, pour le matériel qu'il faut préparer, assembler sur le site, etc. Après, vous pouvez voir quelques photos qui sont vraiment des photos de vie réelles qui sont prises de nos expériences, des chantiers que nous avons fait. Et ici, vous pouvez voir ceux qui regardent l'installation du palettier autosupporté, donc des œuvres pas mal impactantes, la dalle,
le palettier, la partie de débardage, etc. Après, on a des photos sur la partie trastoqueur. Ça, c'est un point toujours plutôt d'attention, parce que c'est normalement, pour exemple, l'installation des trastoqueurs vient fait après l'installation et l'érection de palettier. Donc, sont des activités presque chirurgiques qu'il faut faire et encore une fois qu'il faut bien prévoir. Et après, encore quelques exemples de mise en œuvre sur la partie convoyeur, donc installation convoyeur. Ici, vous pouvez voir, par exemple, un petit souci que nous avons trouvé sur un chantier. On avait prévu d'installer une certaine filmeuse, mais le client, à la fin, a préféré changer la filmeuse. La filmeuse était plus grande et donc on a eu un problème en toiture. Le faux plafond était déjà installé. Nous avons dû effectivement intervenir en œuvre pour le modifier, pour modifier et rendre en tout cas garder la fonctionnalité du système. Les outils qu'on utilise en cette phase sont vraiment des sketchs, comme vous pouvez voir ici, non? Donc des notations qu'on prend en chantier, vraiment au milieu de l'activité, pour gérer l'avancement et respecter effectivement soit le timing, soit la partie installation. La phase de mise en œuvre, comme nous disons, c'est une phase qui va terminer avec ce que nous appelons mechanical completion. Donc, toute la partie hardware de notre installation, à la fin, sera prête et nous pourrons vraiment passer sur la partie démarrage. Donc, on commence vraiment à déplacer les palettes, par exemple, les boîtes sur nos systèmes pour vérifier pas seulement l'installation physique, mais même la partie fonctionnelle. Et donc, dans cette dernière partie de l'activité d'ingénierie, les activités qui sont prévues sont une mise en service avec des inspections périodiques pour vérifier si tout ça marche bien, si on est encore en contrôle sur l'avancement du chantier. On fait des listes de pointillage avec tous les points qui semblent ouverts et encore à résoudre. Et à la fin, on organise une deuxième moment de test qui, cette fois, c'est un test en site, sur les sites. C'est pour ça qu'on les appelle Site Acceptance Test, qui devient vraiment le moment final du démarrage. Donc, les SAT sont vraiment les moments qui pour nous sont les plus importants. Comme vous pouvez voir ici, effectivement, pendant ces tests, ce que normalement on fait, c'est vérifier que tous les documents clients soient disponibles et soient corrects, faire des tests statiques, donc en inspection visuelle du système. On peut vérifier le schéma de câblage, on peut vérifier vraiment tous les contrôles de sécurité, on vérifie tous les modes de fonctionnement et des alarmes, donc le passage du mode automatique au mode manuel, le restaurer à partir d'un état d'alarme, le système, contrôler toutes les sécurités, les boutons d'émergence, les portes verrouillées, l'alarme incendie et tout ce qu'il faut. Et après, on passe au test dynamique. Donc, il faut vraiment vérifier que toutes les missions prévues dans notre projet, dans notre layout, dans notre cahier des charges, sont vraiment bien exécutées. Et donc, il faut mettre en place une longue liste de tests fonctionnels. Il faut les préparer. Ça, ce n'est pas facile parce que justement, il faut avoir côté client une disponibilité des ressources, mais aussi il faut imaginer tous les tests et les préparer, soit au niveau d'entrée, soit au niveau de sortie, les retraits, la logique d'allocation, tout ce qui concerne, par exemple, la partie des prélèvements, la gestion des accumulations, donc vraiment tous les flux, toutes les missions que constitue notre système. Ça, c'est obligatoire pour être sûr qu'effectivement, le système est capable de suivre et d'exécuter toutes les missions qu'on a prévues. En plus,
il faut être sûr que les missions soient exécutées, pas seulement au niveau fonctionnel, mais même avec les performances demandées. Et donc, la dernière partie des tests, normalement, c'est une partie qui concerne la partie performance, la partie test prestationnel. Normalement, à la fin de ces tests, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle punch list, donc vraiment une liste de pointage avec tous les points qui sont encore ouverts. C'est une liste qui vraiment va identifier tout ce qu'il reste à faire. Donc, on a une liste qui est préparée ensemble, Cinco, clients, fournisseurs. On identifie qui est le responsable de la résolution de chaque point. On identifie une date pour laquelle on s'attend de résoudre le souci et on gère un status pour chaque point qui vient mise à jour pendant chaque semaine pour vérifier si on a de l'avancement sur la résolution des problèmes. À la fin de ça, quand vraiment tous les points sont fermés, donc tous les soucis sont OK, on peut vraiment dire que le système marche et marche comme on a prévu. Et la clé du système peut vraiment être passée du fournisseur à notre client. Normalement, c'est le moment qu'on appelle handover et c'est le moment vraiment dans lequel, pour exemple, le fournisseur va faire sa dernière facture et la garantie va commencer. La période de garantie va commencer. Donc, c'est vraiment le moment clé qui va terminer tout notre schéma directeur. On avait commencé peut-être 15 mois avant avec une étude de faisabilité. On avait choisi une solution, on l'a développée, on a choisi un fournisseur et on l'a mise en œuvre. Donc, c'est vraiment la fermeture du cercle. Je ne sais pas si c'est une façon de dire française aussi. Mais, On dit la boucle est bouclée, Alberto. OK. Et donc, c'est vraiment la conclusion de notre projet. Il nous resterait encore un point qui est le follow-up. Non? Donc, aller un peu regarder notre bébé les premiers mois de vie pour voir qu'est-ce qui se passe, s'il marche bien, s'il va améliorer sur le ramp-up, qui normalement c'est la courbe d'apprentissage, non? qui va vraiment augmenter. Il faut dire que côté Cinco, ça c'est un moment que normalement nous ne voit pas trop protagoniste chez le client parce que nous terminons notre activité avec vraiment la consigne de la clé du système et le reste c'est quelque chose qui est un peu laissé plutôt au client. Mais en tout cas, c'est un peu ça, effectivement. J'ai terminé. Je pense que j'espère que tout soit clair. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à écrire, je pense. Deux petits slides avant de passer à vos questions que j'espère nombreuses. D'abord, le risque d'une mauvaise approche. Pourquoi passer finalement par un cabinet conseil? Parce que, alors, ce terme confiné est un peu à la mode maintenant, mais on l'utilisait nous depuis un petit peu déjà. Ce fait d'enfermer un projet d'un point de vue local, sans penser donc à toutes les parties prenantes, les sociétés, l'organisation, tout ce qui va influencer donc la performance d'entrepôt, tout ce qui va pas être identifié de manière globale et géré plutôt localement et pas globalement. Tout ce qui est du fait de ne pas pouvoir bénéficier d'expériences externes, de vision étendue, hein, l'open mind dont parlait L'Oréal, au-delà donc des limites fonctionnelles, au-delà des limites commerciales, surtout cette vision et ce partage finalement de compétences qu'on peut voir et qu'on peut cumuler au niveau d'un cabinet conseil et notamment à travers donc encore une fois d'autres secteurs d'activité. Et puis donc
ne pas rester sur une vision, j'allais dire, sur des exigences non objectives. Voilà, tout ça permet, ce sont des phases qu'il faut, j'allais dire, sur lesquelles il faut se surpasser, hein, ne pas innover, innover sous contrainte. Je cherche mes mots, vous m'excusez. Voilà, tout ça, c'est des approches qu'il faut éviter pour aller justement avoir à l'opposé, avec cette étude de faisabilité et tout ce qui suit derrière, dans la foulée, avoir cette méthode de conception solide, testée, approuvée, éprouvée, cette compétence, hein, consacrer le temps, les ressources nécessaires en évitant de développer des projets dans un délai trop court, c'est-à-dire que rien ne sert non plus de se précipiter, hein. On est sur des sujets qui engagent l'avenir de votre organisation, qui engagent l'avenir de vos performances, qui doivent prendre en compte les futures potentielles évolutions de vos activités. Prenons le temps de gérer ces sujets. Faisons étape par étape. Alors, on ne va pas ralentir exprès le processus, mais en tout cas, prenons le temps, encore une fois, de bien analyser l'existant, de bien vous connaître, de bien se connaître pour pouvoir élaborer les solutions qui sont les plus appropriées. Ne pas sous-estimer la qualité des compétences professionnelles nécessaires non plus, hein, puisque l'idée c'est aussi de vous apporter et de vous faire grandir vous dans le cadre de ce projet, vous et vos collaborateurs, de maintenir cette vision évolutive dans la conception des alternatives. Voilà, avec Alberto, avec les autres consultants de Simco, on se pose énormément de questions. On brasse les idées, on passe des coups de fil et si on faisait ceci, et si on faisait comme ça, etc. Donc on a vraiment des expériences multiples qui viennent s'enrichir, se capitaliser et justement pour les dédier sur vos projets. L'évaluation de l'impact des solutions identifiées également, hein, donc on a parlé de conséquences directes et indirectes par rapport aux solutions qui sont évoquées, et puis le fait d'utiliser cet outil notamment de simulation de flux, de simulation dynamique, qui amène vraiment cette espèce d'assurance par rapport à vos projets, et puis encore une fois cet esprit ouvert, cet open mind, et cette neutralité par rapport aux solutions, par rapport aux technologies, par rapport aux fournisseurs, ce sont des points forts qui, je pense sincèrement, peuvent vous amener à confier vos projets à un bon cabinet conseil qui s'appelle Simco Consulting, pour justement vous aider à avancer dans vos réflexions, quel que soit le stade de vos réflexions, quel que soit le périmètre du projet, quel que soit le secteur d'activité, la taille d'entreprise. Peut-être déjà pour juste une élaboration de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans tel espace, dans telle configuration, ou que ce soit pour un projet très long, très détaillé qui mène jusqu'à la finalisation, la mise en œuvre. N'hésitez pas en tout cas à nous consulter. On a une réelle valeur ajoutée. Il y a un coût effectivement au départ, mais un retour sur investissement assuré lorsqu'on intervient chez vous. Voilà, on en a fini pour notre matinée de présentation sur cette étude de faisabilité, sur ces notions, sur ces témoignages de L'Oréal et de Sébin. Guillaume et Lamidou, je pense que vous êtes avec nous. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vont vous concerner. Avant peut-être de passer la parole à Florence qui est en train d'enregistrer les différentes questions. Est-ce que, Alberto, tu veux toi aussi apporter un mot de conclusion, peut-être? Oui, oui, mais justement, je pense qu'on a vraiment bien montré le schéma directeur d'un bon projet, d'une bonne réalisation, mais je pense que les témoignages de Lamidou et de Guillaume sont vraiment très importants et je pense plus important que tout matériel promotionnel, non? Parce que c'est clairement quelque chose qui vient de la réalité qu'on a fait, qui est là à vraiment témoigner notre façon de se rapprocher à ce type de besoins, de soucis. Et je crois vraiment que
c'est le message important que je voudrais passer, c'est qu'il faut vraiment entrer dans une vision projet, dans une mode projet, comme Benoît justement disait avant de prendre des décisions. Souvent, on a vraiment la tendance, on note vraiment la tendance à essayer de bypasser cette phase et d'aller arriver juste à la conclusion. Pourquoi? Parce qu'on a vu peut-être une solution intrigante ou parce que, je ne sais pas, quelqu'un que je connais a fait une solution qui me plaît. Mais il faut pour moi vraiment tenir en tête que la meilleure solution arrive et passe pour l'analyse des besoins et l'identification vraiment des besoins et l'étude des alternatives possibles. Donc, merci beaucoup encore vraiment à Namidou et à Guillaume pour leur témoignage. Et surtout, encore plus pour leur choix de nous donner et de confier cette étude, non? Cette possibilité de vraiment faire et montrer notre capacité. Merci Alberto. Est-ce que Florence, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez avoir la parole? Oui, bonjour à tous. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et pour les témoignages. Effectivement, on a des retours des participants très intéressants qui vous remercient pour cette présentation et qui vous félicitent pour cette présentation. Alors, on a quelques questions. Je vais commencer par une question concernant la durée moyenne d'un projet et d'une étude de faisabilité. C'est peut-être un point qui n'a pas été abordé. Donc, c'est une première question que l'on a eue. Est-ce que vous avez une réponse à ce sujet-là? Bien sûr. Je ne sais pas si la réponse c'est la même pour moi ou pour Benoît, mais moi je dirais de consultant, ça dépend. Parce exactement ce que j'allais dire, tu me l'arraches les mots, tu me l'arraches de la bouche. mais c'est vrai parce que ça dépend clairement de quel est le besoin, non? On a des besoins vraiment différents et donc la méthode pour répondre c'est la même. Mais c'est clair que ça dépend du besoin, ça dépend de la capacité du client de nous donner, pour exemple, toute la base de données en temps ou non. Et soit Lamidou et soit Guillaume nous ont dit effectivement que l'engagement côté client, ce n'est pas négligeable. En tout cas, moi, je dirais, en étude faisabilité moyenne, va peut-être durer entre 3 et 4 mois. C'est clair qu'on est sur une période plus longue si on a une complexité plus grande ou peut-être beaucoup de données à recueillir. Mais normalement, si on imagine une étude de faisabilité classique, on est sur cette... À partir du kick-off meeting, on est sur 3 à 4 mois. Je ne sais pas si tu es d'accord, Benoît. Oui, c'est complètement ça, ouais, tout à fait. Alors, tout dépend aussi. Alors, ces 3-4 mois, bien souvent, il y a au moins moitié qui est consacré à l'analyse, l'extraction de données. On insiste beaucoup dessus, mais c'est vraiment l'élément clé de départ, cette analyse de données, effectivement. Ah, on vous entend plus, Florence. Vous êtes en mute. Oui, j'avais oublié de remettre mon micro, désolé. Une autre question concernant le type de logiciel de simulation que vous utilisez. Peut-être plusieurs, je ne sais pas. On utilise 2 logiciels. On utilise Flexim et on utilise Automode. Voilà. Donc l'un ou l'autre selon le type de dossier, d'activité, les charges de travail des consultants, etc. Très bien, j'espère que ça répond à la question. Alors ensuite, j'ai une nouvelle question. Quel est l'impact dans le cas de la massification du stockage, quel est l'impact sur la sécurité incendie et sur ICPE? Qui construit le dossier, Simco ou le client?
Normalement, ce n'est pas 5 c'est un travail qu'on fait, je dirais, à 4 mains, effectivement. C'est clair que l'impact n'est pas négligeable parce que justement, on a surtout la partie sécurité incendie, c'est vraiment très, très lié à la partie stockage, densification de stockage, charge d'incendie, typologie du système de sprinklage, parce que c'est clairement quelque chose qui va peut-être impacter même sur la configuration du palettier, sur la configuration de nos structures, sur les contraintes qu'il faut garder, les portes coupe-feu qui s'ouvrent ou se ferment sur les convoyeurs, etc. Donc, c'est clairement quelque chose qui est beaucoup lié, connecté à notre projet, mais qui normalement est pris en charge directement ou par les clients parmi des spécialistes locaux qui connaissent très bien les règles et les points de contact avec, par exemple, toute la partie pompiers, etc. Ou par des sociétés d'ingénierie. Normalement, quand on part sur des études de faisabilité, donc on est encore dans une phase préliminaire, moi je dirais on travaille d'une façon préliminaire, donc on identifie une solution, on discute avec les spécialistes. Après, quand on passe à la mise en œuvre, c'est clairement les acteurs deviennent fixes et le groupe de projet doit forcément s'agrandir. Et donc, moi, je vois au moins trois acteurs clés dans le groupe de projet. C'est la partie ingénierie logistique, donc le Cinco, on espère, la partie client qui sait le maître, qui va un peu gérer tout, et une partie ingénierie qui n'est pas logistique, mais c'est, je dirais, ingénierie pour tout le reste, donc la partie bâtiment, la partie sprinklage, la partie chauffage, et tous ceux qui, effectivement, regardent les aspects qui ne sont pas liés à la logistique, mais qui sont directement connectés et avec la logistique. Oui, on a l'exemple que j'ai cité dans la présentation, hein, où effectivement on a travaillé l'année dernière sur un dossier en Bretagne où il y avait un enjeu fort, hein, ICPE, et il fallait vraiment pas se tromper sur la remise de la solution, sur le dépôt du permis et des autorisations auprès des autorités de l'ADREA notamment, surtout qu'on a quelques semaines ou quelques mois après l'incendie de Rouen. Et effectivement, on a eu plusieurs réunions, groupe projet, où le client a réuni à la fois, donc, nous a réuni donc la société qui s'occupe donc de toute la partie sécurité sur ses produits, les assureurs, les fournisseurs de systèmes donc de sprinklage et d'incendie. Voilà, et l'architecte également par rapport aux limites de hauteur et autres. Et on a vraiment on a vraiment affiné notre copie en fonction de toutes les contraintes qui étaient exprimées par tout le monde, et on a échangé de manière ouverte. On a ici, et si on monte à telle hauteur, et est-ce qu'il faut mettre plutôt un mur coupe-feu plutôt de tel côté autoroute, ou tel côté, etc. Donc on a vraiment pris en compte l'intégralité finalement des besoins pour monter ce projet, et avec un dossier qui a été validé au premier passage tel que le souhaitait le client. Donc c'est vraiment la notion de groupe projet et d'ouverture finalement par rapport à ces solutions. On ne vient pas, ça répond aussi à la première question sur la durée d'un projet, on ne vient pas avec une solution toute faite, on est vraiment, chaque projet a ses spécificités. Merci pour votre réponse détaillée. Une autre question concernant la VSM dont M. Kanté a parlé. Est-ce qu'elle fait partie du pack standard proposé par Simco? Alors, difficile de parler de pack standard. On a une ligne conductrice. C'est intéressant parce que M. Kanté Emilio a parlé donc de VSM. Guillaume Bosselin côté L'Oréal a parlé de cartographie. Donc, alors, on est sur deux niveaux et on va adapter finalement nous les outils qu'on va venir appliquer. On va vraiment les adapter là aussi sur le besoin du client.
En l'occurrence, pour le groupe Séguin, sur le groupe Séguin, Lamidou, si vous êtes encore là, vous pouvez m'arrêter, mais on avait vraiment un enjeu fort justement sur puisque l'activité logistique était vraiment un nœud central par rapport à l'organisation. On n'était pas uniquement à prendre en compte la partie logistique amont, et, et donc on est Niaval, et donc cette VSM avait des implications directes sur la solution qu'on allait mettre en place par rapport à cette stratégie finalement de mise en œuvre, et par rapport à la prise en compte à la fois du flux d'informations avec le WMS, à la fois avec le flux physique et l'organisation. Donc, ça fait pas partie de standard, mais ça fait partie des outils qu'on peut amener, qu'on peut proposer si on ressent le besoin dans le cadre d'une mission. Alberto, tu veux compléter? Non, ben, c'est clair. On n'a pas vraiment de pack standard. Non? Normalement, notre façon de se rapprocher à les besoins, c'est faire une contextualisation du besoin avant de faire notre proposition d'étude. Donc, ça, c'est même une invitation pour vous. Si vous avez des doutes, des besoins, nous pouvons organiser des visios vu le moment ou des rendez-vous en présentiel s'il faut, pour essayer de vraiment comprendre quel est le besoin. Parce que certaines fois, c'est une étude de faisabilité, mais certaines fois, c'est peut-être une étude d'amélioration continue plutôt qu'une simulation ou seulement une audit pour avoir vraiment un point de vue externe, mais haut niveau. Et donc, c'est clair que chaque besoin peut trouver, chaque besoin logistique, bien sûr, peut trouver une réponse dans notre offre commerciale, mais il faut l'étudier et la personnaliser. Ce n'est pas... pour exemple, ce que je peux dire, c'est vraiment mon expérience. J'ai fait beaucoup des études pour le groupe L'Oréal, pas seulement pour la centrale comme celle de Guillaume, mais pour les usines aussi. Et ce que j'ai vraiment trouvé, c'est que chaque usine, même si les processus de production, c'est presque le même, a des réponses logistiques ou des besoins logistiques différents. Parce que c'est suffisant que un profil de prélèvement va changer un petit peu, une ordre de fabrication change un peu dans son liste de produits, de matières premières, etc. Et la réponse logistique va changer. Donc, on passe les contextes aussi, parce que c'est clairement la solution automatisée peut être jouable dans des situations plus... Dans certains pays plutôt que dans d'autres. Et donc, c'est vraiment une personnalisation de notre proposition au début qu'il faut faire selon la nécessité. C'est pour ça que je vous invite vraiment à nous contacter si vous avez des besoins, des curiosités aussi. Je pense que vous pouvez trouver à la fin le contact de Benoît, qui c'est notre responsable France, et justement, c'est plus proche à vous que moi. Moi, je suis en ce moment en Italie, mais Cinco, justement, a 2 sièges, et nous sommes vraiment capables de vous suivre 360 degrés. Merci. Alors, peut-être une dernière question à nos témoins. Je ne sais pas s'ils sont toujours en ligne. Est-ce qu'en une phrase, ils pourraient résumer l'avantage principal qu'ils ont trouvé à faire appel à un cabinet conseil, et en particulier donc à Simco? Donc Guillaume Bosselin, moi je vais juste dire que ça nous a apporté énormément en termes de méthodologie. Méthodologie, parce qu'Alberto effectivement a su nous donner les bons outils. Et puis, comme je l'ai dit aussi pendant ma présentation, ouverture d'esprit. Ça, c'est super important. Voilà, on a tendance à être un peu enfermé sur soi-même et pas aller voir vraiment ce qui se passe ailleurs. Alberto nous ouvre les yeux et nous a parlé effectivement de technologie que nous n'avions pas vu à l'intérieur du groupe L'Oréal. Donc, voilà, un petit peu ce que moi je retiens. Merci beaucoup. Merci Guillaume.
Effectivement, je rejoindrai M. Gosselin sur l'aspect overtelemetrie. C'est vrai que c'est un petit peu l'élément aussi qui nous a amené à faire appel à Simco pour vraiment nous proposer finalement des solutions à laquelle on n'avait pas du tout idée, parce que c'est pas notre métier au quotidien. Et c'est vrai que sur ça, ça a été un accompagnement qui a été quelque chose de très intéressant. Très bien, ben merci beaucoup. Je n'ai plus de questions, donc je ne sais pas si… On a eu pas mal, donc on est arrivé à l'heure du déjeuner, Benoît, non? Ouais. Qu'est-ce que tu penses? On est parfait. Je pense qu'a priori, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez donc nos coordonnées à l'écran si tout va bien. Une petite slide de remerciements, voilà. N'hésitez pas à nous contacter, hein, alors on est dans une période un peu délicate avec de confinement. On se remet un peu tous en cause, on fait beaucoup de télétravail, vous et nous. C'est peut-être aussi le moment de se reposer des questions et de préparer sereinement la reprise qu'on attend tous. Il y a des plans de relance qui sont d'actualité. Il y a des financements possibles aussi sur différentes actions. Voilà, donc on est à votre entière disposition pour réfléchir ensemble, pour voir si ça vaut le coup de faire un petit bout de chemin ensemble. Et n'hésitez pas, le cas échéant, donc à nous contacter. On essaiera nous aussi de revenir vers vous pour avoir votre retour sur ce webinaire. Et en tout cas, un grand merci pour votre participation. Merci à Florence pour votre soutien. Merci Guillaume, merci Lamidou pour vos témoignages. Merci Alberto pour ta participation. Merci à vous. Et effectivement, ouais, place à l'apéro. On se tient en contact, on vous laisse réfléchir sur l'opportunité. Je vous rappelle seulement que dans les prochains jours, je pense, notre présentation sera mise, téléchargée sur notre site. Donc, si vous aurez l'avis, vous pourrez la trouver là. Et n'hésitez pas justement à nous contacter. La période est critique, mais c'est peut-être une bonne période pour réfléchir, pour commencer à faire des projets. Je pense que l'étude de faisabilité à ce moment, plutôt que la mise en œuvre, justement, c'est faisable. C'est faisable même dans ces conditions un peu mauvaises et critiques. J'espère que ce virus, cette année, va passer, mais il faut se faire trouver prêt, selon moi. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir sur cette chose. Merci encore beaucoup. Merci Lamidou et merci Guillaume, vraiment de cœur. Et merci Florence, support technique top. Et bon appétit à ce point. Merci Alberto. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.